Bonjour à tous et à toutes, élèves de première. On va dans cette vidéo voir un nouveau chapitre, un chapitre très intéressant et très important pour l'année prochaine. Vous allez commencer à voir quelques photos. Donc ça c'est une grue qui est en train de de porter des métaux. Ça c'est dans des hôpitaux, le IRM, vous le savez. Donc c'est pour faire des imageries médicales. Un train à très grande vitesse, et ça c'est un train un peu particulier. Il n'y a pas de contact avec les rails, donc il n'y a pas de roue. Et ça il est un train à lévitation. On l'appelle le maglev, le Magnetic Levitation Train. Le globe terrestre, ça c'est comme un bouclier qui est en train de protéger la Terre des particules solaires. Ça c'est un phénomène très intéressant, très beau, qui se passe au niveau des pôles, les aurores. Le point commun entre toutes ces photos-là et tous ces phénomènes, c'est le champ magnétique. Le champ magnétique qui est exercé ou bien qui règne ici pour pouvoir supporter, tenir les métaux, ici pour pouvoir créer une certaine orientation des molécules d'eau dans le corps humain pour pouvoir faire cette imagerie médicale, qui règne ici pour pouvoir soulever un peu le train, qu'il n'y ait pas de contact avec les rails et ici éliminer les frottements et par suite que le train puisse aller avec une plus grande vitesse. Là, le champ magnétique terrestre crée comme il y a une couche de l'atmosphère. Donc, c'est une couche qui est créée par le champ magnétique terrestre grâce au champ magnétique terrestre et qui effectivement joue le rôle de ce bouclier pour la Terre. Et suite à ce champ magnétique et à cette magnétosphère, il y a ces phénomènes. Donc, le champ magnétique, ce qu'on va voir dans ce chapitre, c'est les points suivants. 1. Nous allons voir un petit aperçu historique, après les aimants et les pôles que vous connaissez, l'aiguille aimantée et la boussole comme étant les outils pour détecter s'il y a un champ magnétique ou non. On va pour entrer plus en détail dans le champ magnétique d'un aimant, s'il y a plusieurs aimants, donc le champ magnétique résultant, et le champ magnétique créé par un courant électrique. Celle-ci, on va la garder pour une autre vidéo. Parfait. On va commencer par l'aperçu historique. Vous voyez ici une sorte de roche, un minerai, là aussi. Ces roches-là ont été découvertes dans une période qui est la période de l'Antiquité grecque. Dans une région qui s'appelle la Magnésie, c'est un site archéologique important au niveau de la Turquie et c'est bien avant Jésus-Christ. Pour cette roche, ils ont découvert que ça a une propriété qu'elle peut attirer le fer. Et du point de vue chimique, c'est composé principalement de fer et d'oxygène. Après, les savants et les scientifiques, surtout les Chinois, l'ont utilisé comme boussole pour les aider à la navigation et pour pouvoir s'orienter. Vous savez que la boussole, elle prend la direction du nord. Donc, avec ça, ils peuvent pouvoir être orientés. Très bien. On commence maintenant par l'aimant. Donc, à partir de cette roche, bien sûr, on a créé les aimants. Ici, il y a deux genres d'aimants, le barreau aimanté, ou bien un aimant droit, et l'aimant en U. L'aimant, normalement, il a la propriété d'attirer tous les éléments, ou bien tous les corps qui contiennent du fer, du cobalt et du nickel. Donc, ce n'est pas tous les métaux. Par exemple, l'aluminium, l'aimant ne veut pas l'attirer. D'accord? L'aimant, par sa constitution, est formé de deux pôles. Donc, il y a deux pôles pour l'aimant, vous le savez, pôle nord et pôle sud. Et on sait très bien que deux pôles qui sont opposés s'attirent et deux pôles identiques se repoussent. D'accord? Mais faites attention à une chose, que on ne peut pas isoler les pôles. Donc, l'aimant a deux pôles. Et si même on casse un aimant, par exemple, supposons que ça c'est un aimant, pôle nord et pôle sud, c'est pas important la couleur qu'on donne. Normalement, par convention, on fait le rouge pour le nord, mais le bleu pour le sud. Mais même si on a changé, c'est l'important qu'on sache c'est quoi. Donc, si on casse l'aimant en deux, ça va pas donner le pôle nord seul et le pôle sud seul.
ça va aussi recréer les deux pôles, donc pôle nord et pôle sud. Donc, impossible à isoler. Pourquoi? C'est quoi la raison de ça? En fait, ça, c'est un peu long à expliquer, mais si vous voulez, dans une autre vidéo, c'est à cause de la constitution interne, quelque chose qu'on appelle les domaines magnétiques. Maintenant, on va voir l'aiguille aimantée, ou bien on l'appelle aussi une boussole. L'aiguille aimantée, vous savez, c'est ça. Donc ça, c'est ce qui est la boussole. Et ça, ce sont des aiguilles aimantées normalement utilisées au laboratoire pour faire des expériences. Les aiguilles aimantées, donc ce sont tout simplement des métaux en fer principalement, qui sont aimantés et qui réagissent, qui sont influencés par l'existence d'un champ magnétique. Pour cela, quand une aiguille aimantée prend une direction bien précise, ça veut dire qu'il y a un champ magnétique qui règne à l'endroit où il y a eu où se trouve cette aiguille aimantée. D'accord? Donc, le champ magnétique, il est normalement créé par trois trucs. Tout d'abord, la Terre, c'est un énorme aimant, donc ça crée un champ magnétique. Un aimant, comme on a vu avant, l'aimant en U, le barreau aimanté, etc., ça crée un champ magnétique. Et aussi, nous avons introduit avant un courant, un conducteur traversé par un courant électrique, ça crée un champ magnétique. On va faire une petite vidéo. Comment la boussole ou bien l'aiguille aimantée peut changer de direction dépendamment du champ magnétique créé par un aimant, aimant droit. Cette vidéo, elle est tirée de ce link sur YouTube. C'est une portion. Si vous voulez voir toute la vidéo, ça serait intéressant. Donc, vous voyez ici, on a placé l'aimant, l'aiguille aimantée, à différents endroits. Et à chacun des endroits, elle prend une direction privilégiée. Donc, on peut dire que en chacune des positions, le champ magnétique, il va donner une direction différente à l'aimant. Et quand euh, l'expérience qui a été faite en reliant les points, les différents points de la direction ou bien la position de la boussole ou bien de l'aiguille aimantée, il y a eu comme une ligne pour laquelle la boussole ou bien l'aiguille est tangente. On va essayer de voir cette ligne, c'est quoi. Le champ magnétique d'un aimant, effectivement, c'est lui la grandeur qui est définie et en tout point de l'espace. Donc, vous avez vu maintenant dans cette petite vidéo que la boussole, l'aiguille aimantée, a pris plusieurs directions. Donc, il y a plusieurs champs magnétiques. En chacun des points, il y a un champ magnétique. Et ce champ magnétique, il est vectoriel parce qu'il a des directions différentes. Et la preuve que l'aiguille a pris différentes directions. Donc, ce champ magnétique, il va avoir des caractéristiques différentes. Donc, tout d'abord, nous avons une direction. La direction, c'est celle de l'aiguille, comme on vient de dire. Le sens, on va lui donner un sens. Donc, le sens, c'est sortant du pôle nord ou bien en allant du sud vers le nord de l'aiguille aimantée. On va vous dessiner ça. Et la valeur, la valeur du champ magnétique est mesurée par une unité qui s'appelle le Tesla. L'instrument qui mesure le champ magnétique, c'est le teslamètre. C'est cet appareil-là. Vous voyez, il y a comme une sonde. Et la sonde, quand on la place à un point, ça va donner l'indication. Ici, par exemple, 2,86 Tesla. Ça, c'est un champ qui est énorme. Vous allez voir. Comment je dessine le champ magnétique? Si vous avez ça, c'est l'aiguille aimantée du sud au nord. Donc, le champ magnétique, c'est le champ B. D'accord? Il sort du nord ou bien il est dirigé du sud vers le nord de l'aiguille aimantée. Et elle a la même direction que l'axe de l'aiguille aimantée. C'est clair? Ici, je vous donne quelques exemples de valeurs ou bien de grandeur de champ magnétique. Par exemple, pour un électroaimant qui est puissant, le champ magnétique c'est 10 Tesla, à peu près. Des petits aimants, par exemple ici, des aimants qu'on peut tenir, c'est des aimants qui sont... Mais ils sont forts quand même, car même à travers le doigt, ils ont pu être attirés. Donc, c'est 1 Tesla. Des aimants sur le frigo, vous savez, on met des aimants sur le frigo, ça c'est à peu près 0,1 Tesla. Les aimants droits normaux, les aimants qu'on utilise au laboratoire, c'est 0,01 Tesla. Donc, c'est pas grand. 10 millitesla. D'accord?
les bobines de transformateurs. Le champ magnétique terrestre, par exemple, c'est 10-4 à 10-5, entre 10-4 et 10-5 Tesla. Donc, c'est petit. C'est pour cela, quand on place un aimant, l'aiguille aimantée, elle va beaucoup plus. Tout d'abord, sans qu'il y ait aucun aimant, l'aiguille aimantée prend une direction, c'est vers le nord magnétique ou bien le nord géographique. Maintenant, si on place un aimant, bien sûr, l'aiguille sera influencée plus par cet aimant parce que le champ de l'aimant, 0,1 Tesla, est 100 fois plus grand que le champ magnétique terrestre. D'accord? Très bien. Passons maintenant à aussi une vidéo comment, ça c'est par exemple un aimant droit, et ça ce sont des limailles de fer ou de petits brins de fer. On va voir si on va mettre l'aimant, ou bien à côté de ces limailles de fer, comment ils vont être dirigés. Donc, la visualisation du champ magnétique. Vous savez, le champ magnétique, c'est pas visuel que si on place des objets. Regardez ici. Donc, ils ont pris des directions bien claires, bien précises. Vous voyez les courbes ici qui sont en train de dessiner. Bon, on enlève l'aimant. Chacun des brins de fer ont pris une direction aléatoire. Donc, de nouveau, voilà. Donc, il y a des lignes bien dessinées. Ok, bien précises. Donc, ça, ces lignes-là, ça sort de ce pôle. Et ici, en plaçant la boussole ou bien l'aiguille aimantée, voyez, elle prend différentes directions et ça fait écho à ce qu'on a vu avant. D'accord? Donc, l'aiguille aimantée, elle change de direction. Très bien. Cette vidéo, elle est pour un champ magnétique créé par un aimant droit. Mais aussi, pour un aimant en U, nous voyons aussi la même chose. Si on place la limaille de fer sur une plaque, si vous voulez, vous pouvez placer l'aimant en U et la limaille de fer, une plaque en verre ou bien en plastique transparent, et vous saupoudrez la limaille de fer, on voit aussi que ces limailles de fer vont prendre des directions bien précises, une direction bien précise. Ces lignes-là, par exemple, ça, les lignes qu'on a tracées, d'accord? Ces lignes-là, et pour l'élément en U, nous avons aussi ces lignes. Toutes ces lignes, on les appelle les lignes de champ. Donc, ligne de champ, c'est quoi une ligne de champ? Les lignes de champ sont des lignes qui, en chacun de leurs points, sont tangents au vecteur champ. On a vu le vecteur champ magnétique B, donc si on va placer une aiguille aimantée, ça prend la direction de la ligne du vecteur champ, donc le vecteur champ et l'aiguille aimantée ont la même direction. Et l'aiguille aimantée, si on la place, comme vous l'avez vu dans la vidéo, elle sera tangente à la ligne de champ. Donc voilà, ça c'est la définition de ligne de champ. Ce sont les lignes de champ pour un aimant droit, un barreau aimanté, et les lignes de champ pour un aimant en U. Bon, les lignes de champ, ce qui est nouveau ici, c'est qu'on va les orienter. Et ça va prendre la même direction que le vecteur champ prendrait, c'est-à-dire les lignes de champ seront orientées par convention du nord vers le sud. Donc, sortant du nord, entrant dans le sud, sortant du nord, entrant dans le sud, comme le champ électrique dans le chapitre avant, et qui sortent du positif et qui rentrent dans le négatif. Et si on va tracer les vecteurs champ, vous voyez, ça c'est le vecteur champ B, il est tangent à la ligne de champ. Plein d'autres vecteurs champ. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la valeur de B varie avec la distance. Ici, par exemple, le B, il est petit. Là, le B, il est très grand. D'accord? Plus on est proche de l'aimant, plus le B change. La valeur de B change. Tandis que là, vous voyez le vecteur champ, c'est la même valeur et la même direction, même sens, bien évident. Donc, c'est la même valeur. C'est pour cela, entre les branches d'un aimant en U, le champ magnétique, on va l'appeler un champ uniforme. Aussi comme le champ électrique dans un condensateur. Vous faites bien, vous vous rappelez bien de ça. D'accord? Donc, ayant vu les lignes de champ, maintenant, comme on a dit, si on place une aiguille, cette aiguille va prendre la direction du vecteur champ, donc tangent à la ligne de champ, et cette aiguille aura le pôle nord
tel que le vecteur champ sort du pôle. Maintenant, si on a plusieurs aimants qui se trouvent dans un certain endroit et je veux en un certain point trouver le champ magnétique. Dans ce cas, comme dans le chapitre champ électrique, il y a quelque chose qu'on appelle le champ magnétique résultant. Et si nous avons deux ou plusieurs aimants qui créent un champ magnétique en un point, alors je ne veux pas dire qu'en ce point il y a 3, 4, 5 champs magnétiques. On va dire qu'il y a un champ magnétique résultant de ces 3, 4, 5 champs. Je donne un exemple avec deux aimants. On va supposer que ça, ce sont deux aimants. Ça, c'est le pôle nord. Donc, en ce point, le champ magnétique, vous savez, il sort du nord. Donc, c'est un champ B1 vers l'extérieur. Et ça, c'est un autre aimant. Supposons que ça, c'est le pôle nord. Donc, le champ B2, il sort aussi du nord. Donc, B1 et B2, évidemment, nous avons deux champs, mais en ce point, donc si je vais placer une aiguille aimantée, elle va être influencée par un champ magnétique, par les deux. Donc, l'aiguille aimantée ne va pas prendre la direction de B1 tantôt et de B2 tantôt. Non, elle va prendre la direction de B, et le B, c'est un champ magnétique qui est ça, c'est la résultante. Maintenant, comment on calcule le B? On va le voir tout à l'heure. Donc, voilà, ça c'est le champ résultant B, voyez. Donc, ce champ résultant, comment on va le calculer? Donc, nous savons que vous avez dit que B égale B1 plus B2, ça c'est en tant que vecteur. Mais dans ce cas, on ne va pas faire le calcul B égale B1 plus B2. Ce qu'on va faire, c'est effectivement, on va utiliser le théorème de Pythagore généralisé en disant que B carré, on va créer le triangle formé entre B, B1 et B2. Donc, ce triangle, là, vous savez qu'il y a le vecteur B2 qui est là, et ce vecteur, il est parallèle à B, n'est-ce pas? Donc, B, B1, B2, on va dire que B carré est égal à B1 carré plus B2 carré moins 2 fois B1 fois B2 fois cosinus de l'angle qui se trouve entre B1 et B2 du triangle. Donc, on va l'appeler l'angle alpha. Et pour nous, l'angle alpha sera cet angle. D'accord? Ça, c'est l'angle, on va l'appeler alpha. Pour trouver l'angle alpha, si on sait l'angle, tout ça, et normalement, on va vous le donner. OK? Donc, on va appeler ça, supposons, l'angle bêta. Donc, avec alpha, c'est 180 moins bêta, puisque dans un parallélogramme, les angles supplémentaires, les angles adjacents sont supplémentaires. OK? Ainsi, on calcule le B. Donc, ça, c'est pour calculer le B. Maintenant, si B1 est perpendiculaire à B2, donc c'est facile. On peut directement passer par appliquer Pythagore. Et Pythagore, c'est que B carré égale B1 carré plus B2 carré. Et si vous voyez, ça, c'est la même chose. C'est la même chose que la première formule. Donc ça et ça nous ramène à la même chose parce que dans ce cas, alpha, c'est égal à 90 degrés. Donc cosinus alpha égale à 0 et par suite b carré égale b1 carré plus b2 au carré. D'accord? Bon, voilà que la première partie de ce chapitre est terminée. Nous avons détaillé le champ magnétique, les lignes de champ. On a pris les cas des aimants, donc seulement aimant droit, aimant en U, et nous avons fait le champ résultant. La partie champ magnétique créé par un courant, on la fera dans une autre vidéo. Bien sûr, j'espère que vous avez bien compris. Et si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en bas dans la partie commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer le bouton ringtone pour être notifié d'éventuelles prochaines vidéos. À bientôt.